Bonjour, bienvenue dans cette dernière partie du chapitre Force et mouvement. Nous allons enfin pouvoir relier les forces qui s'exercent sur un système au mouvement de celui-ci. Comment? Eh bien, on va découvrir le principe d'inertie et à travers un exemple, on va étudier le mouvement d'une luge dans le référentiel terrestre. Alors cette luge, on va l'observer dans trois situations différentes. Tout d'abord, si elle est sur un support, un plan horizontal et qu'elle est au repos, on va voir qu'elle reste au repos. Deuxième situation, elle est lâchée en haut d'un plan incliné comme celui-ci. On va voir dans ce cas-là que la luge accélère, ce que montre la chronophotographie ici. Et troisième situation, elle est sur un plan horizontal, mais cette fois-ci avec une vitesse initiale. On va voir dans ce cas-là que son mouvement est rectiligne et uniforme, ce que montre la chronophotographie avec des distances qui restent égales entre chaque position de la luge prise à intervalles de temps réguliers. Comment expliquer ces mouvements? Eh bien, faisons un bilan des forces qui s'exercent sur la luge. Tout d'abord, on est dans une situation où on va négliger les frottements. La luge glisse sur de la glace ici, et donc effectivement, les frottements sont suffisamment faibles si la vitesse de la luge n'est pas trop grande. Deuxième force qui s'exerce sur la luge, le poids, qui est une force verticale dirigée vers le bas. Et troisième force, qui est la réaction du support. La réaction du support, c'est la force qui empêche la luge de pénétrer dans la glace. Cette réaction, elle est toujours perpendiculaire au support. Donc, dans la première situation, puisqu'on est sur un plan horizontal, eh bien, la réaction du support sera verticale. Si on fait le bilan des forces dans la troisième situation présentée, lorsque la luge a un mouvement rectiligne uniforme, on va voir que le bilan des forces est identique. Le poids P vertical vers le bas, la réaction du support perpendiculaire au support et donc ici verticale vers le haut. Enfin, la situation où elle est sur un plan incliné, eh bien cette fois-ci, la réaction du support ne va plus être verticale vers le haut, mais comme elle est perpendiculaire au sol ici, eh bien on l'a dans cette direction, elle est dans cette direction. Alors, comment interpréter, comment relier les forces qui s'exercent sur le système et le mouvement de ce système? Eh bien, pour ça, il faut faire la somme des forces. On va regarder ce qui se passe si on additionne les deux forces, poids et réaction du sol. L'addition de vecteurs, pour les additionner, il faut les mettre bout à bout, les uns à la suite des autres. Donc ici, si on additionne les deux vecteurs, on se déplace d'abord vers le haut, puis ensuite on va se déplacer à nouveau vers le bas. Et donc, le déplacement final est nul, la somme de ces deux vecteurs est égale au vecteur nul. On retrouve la même situation pour le mouvement ici sur le plan horizontal. La somme des deux vecteurs est nulle. Par contre, dans la situation sur un plan incliné, la somme des deux vecteurs n'est pas nulle. On obtient ici le vecteur en vert lorsqu'on fait la somme de la réaction et du poids. Et si on le reporte sur le schéma, on va avoir la somme des forces, le vecteur somme des forces qui est orienté comme celui-ci. Alors, regardons les deux situations qui correspondent à la luge au repos et la luge en mouvement rectiligne et uniforme. On voit que dans ces deux situations, la somme des forces est nulle. On va en extraire le principe d'inertie, on va généraliser cette situation, qui est qu'un système sera au repos ou en mouvement rectiligne uniforme si les forces, alors les forces qui s'exercent sur lui se compensent. C'est l'énoncé du principe d'inertie. Comment ça se traduit mathématiquement? Un système au repos ou en mouvement rectiligne uniforme, c'est que le vecteur vitesse est une constante. Alors il peut être nul lorsque la luge est au repos, ou prendre n'importe quelle valeur lorsque le mouvement est rectiligne et uniforme. Si le vecteur vitesse est constant, alors la somme des forces est nulle. On dit que les forces se compensent. Ce principe d'inertie, il a une réciproque et il se trouve que la réciproque de ce principe d'inertie est vraie. La réciproque, on intervertit les deux propositions. Si les forces qui s'exercent sur un système se compensent, alors il est au repos ou en mouvement rectiligne uniforme. Le principe d'inertie n'est pas vérifié dans tous les référentiels. Si on essaye de vérifier le principe d'inertie dans un référentiel d'un manège qui est en train de tourner, on verrait que ce principe d'inertie est faux. Donc, ce principe d'inertie n'est vérifié que dans les référentiels qu'on appelle des référentiels galiléens, en hommage à Galilée, qui a été un des premiers à avoir une idée de ce principe d'inertie.
Le référentiel terrestre, on peut le considérer comme un référentiel galiléen dans les situations qui seront étudiées en classe de seconde. Ce n'est pas toujours vrai sur des mouvements à grande vitesse ou sur des échelles de temps très grandes. Le référentiel terrestre ne serait plus galiléen. Alors, le principe d'inertie relie le mouvement rectiligne et uniforme ou l'état de repos aux forces qui s'exercent sur un système. Qu'en est-il des autres situations? Eh bien, dans d'autres situations, on va utiliser la contraposée du principe d'inertie. Que dit-elle? Si les forces qui s'exercent sur un système ne se compensent pas, alors celui-ci ne peut pas être au repos ou avoir un mouvement rectiligne et uniforme. C'est ce qu'il se passe dans la situation où la luge est sur un plan incliné. La somme des forces n'est pas égale au vecteur nul et on voit dans ce cas-là qu'elle a un mouvement accéléré, c'est-à-dire que son vecteur vitesse n'est pas constant. On voit ici que la norme du vecteur vitesse augmente. Donc, on voit ici un lien, par exemple, entre la somme des forces et le vecteur vitesse. On voit que la variation du vecteur vitesse se fait dans le même sens que celui de la somme des forces. La réciproque de la contraposée est également vraie. Elle nous dit que si un système n'est pas au repos ou n'a pas un mouvement rectiligne et uniforme, alors on peut en déduire que les forces qui s'exercent sur lui ne se compensent pas. Un exemple peut être donné avec la trajectoire de la Lune dans le référentiel géocentrique, ou bien les trajectoires des planètes dans le référentiel héliocentrique, qui sont des référentiels qu'on peut considérer comme galiléens. Eh bien, la trajectoire de ces corps sont des ellipses, comme celui-ci, et donc le vecteur vitesse, le long de ces ellipses, n'est pas constant. Donc, on est sûr et certain que la Lune, par exemple, subit au moins une force. Comment est-ce qu'on peut l'interpréter? Eh bien, puisque la Lune est en mouvement autour de la Terre va exercer une force d'attraction gravitationnelle sur la Lune qui va modifier à tout instant le vecteur vitesse de la Lune en le faisant pivoter comme ceci et également varier en norme en fonction de la distance à laquelle la Lune se trouve de la Terre. Les Grecs pensaient que le mouvement circulaire était un mouvement naturel et ils avaient placé les astres sur des sphères par rapport à la Terre. Eh bien, ici, les Galilées et ses successeurs ont montré que le cercle n'est pas un mouvement naturel pour les corps et que c'est au contraire un mouvement forcé, c'est-à-dire que les corps qui ont un mouvement circulaire subissent forcément une force du centre attracteur.